mais qui est aussi comme sauveur de l'Afrique et sauveur de la race noire, et plus tard, lumière qui va éclairer le monde. Donc, encore une fois, le testament de Nkanga est rené dans Kimbangu, et Kimbangu est arrêté. Le kimbanguisme est poursuivi pendant la colonisation. Nous sommes en ce moment-là entre les années 50, etc. Entre-temps, il y a eu la guerre. Les Congolais ont combattu. Ils ont même sauvé, si vous voulez, la Belgique et l'Europe dans certaines situations. La guerre, vous connaissez peut-être, ou il y a moyen de le savoir, les victoires obtenues par l'armée coloniale congolaise vis-à-vis des Italiens, vis-à-vis de la libération de l'Europe, etc. Et au retour de cette guerre, les gens se disent, mais ils ont vu que les Européens meurent comme eux, que les Européens souffrent comme eux, et puis il y a aussi des voyages en Europe, et ils arrivent en Europe, ils trouvent qu'il y a aussi des pauvres, etc. Alors commence à naître des questions dans les esprits, mais pour quelles raisons devons-nous être sous la chape presque de l'esclavagisme et de l'humiliation, alors que les mêmes blancs, nous avons vu qu'il y en a dans leur pays, il y a des clochards, etc., etc. Donc commence à naître maintenant des aspirations à vouloir changer ces événements. Donc le kimbanguisme vient à point nommé, on arrête Kimbangu, on les déporte, etc. Mais le kimbanguisme continue dans le silence. Alors, donc, nous sommes dans le Congo belge après la guerre. Comment sont les populations congolaises à cette époque? Comment ils sont organisés? Avant, entre 45 et 50, les populations congolaises sont subdivisées en ceux qui sont plus ou moins évolués, acculturés, et à la masse qui est encore restée dans la tradition. Et ceux qui sont évolués sont qualifiés d'immatriculés. À cela, on accorde quelques avantages. Et puis, on instaure des syndicats, puisque je dis qu'ils ont vu en Europe, ils ont des droits, etc. On instaure des syndicats. Donc, les Congolais peuvent revendiquer à travers des syndicats, mais ils sont toujours dirigés par les blancs, si vous voulez. Excusez-moi le terme, on n'est pas raciste, mais à l'époque, ce sont des termes tout à fait courants et légitimes. Et donc, on instaure des syndicats, les syndicats font leur travail de revendication, ils sont combattus, etc. Mais jusque-là, les revendications politiques dans la masse des Congolais n'est pas très claires. Ce sont plutôt des revendications sociales. Et puis à partir de 1945, il s'est fait un mouvement, je dirais, mondial, le Congo belge, qui a été pendant la guerre mondiale, le pays qui a soutenu, si vous voulez, l'effort de guerre de la Belgique. Belgique qui est restée sans dette pendant cette guerre. Après la guerre mondiale, c'est normal que le Congo est une grande puissance et donc il y a une expansion économique. On envoie des nouveaux colons, mais des colons beaucoup plus formés. Et quand on dit colons beaucoup plus formés, ça veut dire que c'est des universitaires qui viennent dans l'organisation. Donc ils sont plus humanistes, plus ouverts, en contact avec les Africains. Et donc, il naît maintenant une catégorie, plutôt il naît un esprit maintenant où il faut amener les Africains, du point de vue de l'enseignement et de la culture, vers des niveaux un peu plus élevés, parce qu'à l'époque, vers les années 40, avant 40, c'était pratiquement l'école primaire. Alors qu'à partir de ce moment-là, on instaure maintenant des écoles secondaires, et en Belgique, il y avait aussi cette lutte-là de la laïcité. Les écoles qui étaient avant presque confessionnelles par l'Église catholique principalement sont maintenant contestées et on arrive à ce qu'on a presque appelé la guerre de l'enseignement, qui fait que les laïcs exigent aussi en Belgique qu'il y ait des écoles laïques à côté de l'école confessionnelle. Et cette guerre-là s'exporte également au Congo, ce qui fait qu'au Congo, on va créer l'enseignement laïque, etc. On commence aussi à créer des universités, mais entre-temps, il y avait toujours des séminaires qui formaient des cadres. Alors, les cadres qui sont formés dans ce contexte-là, du moins les cadres congolais, vont maintenant avoir
le titre d'évoluer. Donc quand ils sont évolués, c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins acceptés, tolérés de vivre comme le blanc, de se comporter comme le blanc et d'être considérés comme le blanc. Mais ils ont toujours la revendication d'ordre matériel parce qu'ils ne sont pas tout à fait égaux avec le blanc. Alors, je vais aller très, très rapidement. Pendant cette période va naître, comme disait Maman Kabougou, le mouvement Abako, qui est un mouvement culturel, mais en fait, il y a toujours, si vous voulez, les relents de ce testament laissé par Vidankanga, qui est de le Congo, Kabasso, donc il faut restaurer le royaume. Et donc, pour cela, comme les partis politiques ne sont pas tolérés, on va passer par des associations. Et la BACO est fondée. Je ne vais pas revenir sur comment ça s'est passé, mais c'était le parti le plus structuré qui va, en 1954, devenir un parti politique, l'un des tout premiers partis politiques. Mais entre-temps, dans l'échiquier social congolais, naissent deux camps. Un camp des évolués qui sont ensemble avec le colon, à qui on dicte certaines conduites, mais qui ne parlent que des droits sociaux, de l'égalité, etc. Alors qu'il y a la BACO qui parle du droit de premier occupant, dont le président Kasavubu avait déjà fait part en 1946. Et donc, l'échiquier congolais est déjà séparé en deux. Et cela va provoquer, si vous voulez, une panique chez le colon belge qui constate que la BACO est en train d'aller sur une pente politique qui risque d'être néfaste pour la Belgique. Donc c'est comme ça qu'on va également inventer d'autres partis, notamment le MLC, qui au départ était le mouvement national catholique, qui n'avait rien à voir avec la politique, dont le rôle principal était de contrer la BACO en prônant l'égalité dans la continuité, dans l'amitié avec la Belgique, etc. Je vais être très rapide. Tout ceci, c'était pourquoi? C'était pour montrer que la lutte de la BACO, c'est une lutte qui est située à un autre niveau, qui est située à un niveau à la fois spirituel et politique. Pourquoi? Parce qu'elle est héritière du testament des ancêtres. Donc, ceci va jouer très fort lors des événements du 4 janvier et dans la suite. Pourquoi? Parce que les gens de la BACO ont une conviction que d'autres partis n'ont pas. Ils ont un objectif que les autres partis n'ont pas. Ils ont une organisation que les autres partis n'ont pas. Et comme la colonisation belge est consciente de cette situation, elle va monter, comme disait Mme Kosakou tout à l'heure, un certain nombre d'adversaires pour pouvoir contrer cela. Et à ces adversaires, on va inculquer l'idée que voilà, là nous sommes en 58, en 57, les partis sont autorisés, plusieurs partis sont là, d'ailleurs la plupart des partis sont des partis balistes, hein, on peut en citer, hein, le Konakat, Balubakat, etc., etc. Donc tous ces partis, à ce moment-là, tout comme les associations qui étaient avant, c'était sur base tribale. Mais ici, maintenant, les Belges vont cibler, les colons belges vont cibler, l'administration coloniale va cibler la BACO pour dire que voilà, la BACO est tribaliste, la BACO voudrait chasser les autres tribus du Congo, puisque la capitale était en Kinshasa dans la zone Congo, où il y avait 80% de la Congo dans la population. Et donc on a créé ce mythe-là, d'Abako, mouvement tribal. En même temps, on met à côté de l'Abako donc des associations, plus des animateurs de ces associations qui sont pratiquement des mouchards, si vous voulez, de la colonisation et des gens qui combattent le discours de l'Abako. Je vous passe le reste, puisque ça a été bien dit ici. Depuis 58, etc., comme la BACO réclame toujours l'indépendance, et puis il va y avoir deux
faits majeurs qui vont faire que l'idée de l'indépendance soit maintenant implantée non seulement chez la BACO, mais dans tous les partis politiques de l'époque. Ces événements, c'est quoi? C'est qu'en Belgique, il y a le procès Van Bilsen qui va donner un plan d'émancipation de 30 ans pour les colonies belges de l'Afrique. Ce plan prévoyait, comme son nom l'indique, une période de 30 ans pour pouvoir permettre aux Congolais de devenir indépendants, mais entre-temps de préparer leurs élèves dans l'administration et consorts.